Approchez, approchez. Je vous propose une interview absolument géniale de Mathilde Hennequin, Michel Forever, au théâtre Poche Montparnasse. Le son, malheureusement, n'est pas toujours parfait parce que on était dans un bistrot mais je ne pouvais pas couper parce que ce qu'elle raconte est tellement, tellement sympathique que j'ai voulu tout garder. Voilà. À très vite. Bonsoir Frédéric. Alors, je suis vraiment très heureux de vous rencontrer. Merci beaucoup, mais c'est tout le plaisir est pour moi. Parce que je suis venu voir Michel Forever et j'ai passé un moment absolument délicieux. C'est vrai. Vraiment. Nous aussi, on passe un moment délicieux avec le public tous les soirs. Je suis rentré, j'ai un scooter et je chantais sur mon scooter toutes les chansons de Michel Legrand. En fait, c'était assez surprenant parce que, figurez-vous que j'ai découvert Michel Legrand, je connaissais toujours, mais je l'ai véritablement découvert il y a 4 ans. Pour moi, il était un peu désuet, il y avait un côté un peu... Et j'ai découvert lorsqu'il a fait son tour de chant avec Nathalie Dessay, que j'ai vu quand même 3 fois. J'ai quand même bien aimé, on va dire. Et j'ai découvert justement le prisme, le panel, et puis finalement dans la modernité, tout ce qui était passé un peu à côté. Et j'ai peur qu'une partie du public soit un peu comme moi aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'on se rend compte que... Alors, il y a les vrais amoureux de Legrand qui viennent voir le spectacle, mais il y a aussi des gens qui viennent un peu... parce qu'ils ont été motivés par des amis, de la famille, mais qui ne s'attendent pas à ça et qui découvrent littéralement Michel Legrand. Et c'est très agréable parce que le fait est que je constate que quand même, que ce soit des connaisseurs ou des grands amateurs de Michel Legrand ou des néophytes, tout le monde ressort avec le sourire et l'envie de chanter, et ceux qui ne connaissent pas, l'envie d'en découvrir plus. Donc pour nous, le pari est vraiment complètement gagné, mais effectivement, les gens connaissent de Michel Legrand en France, globalement, les Demoiselles de Rochefort et les Parapluies de Cherbourg. Oui. Voilà. Et c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Mais il n'y a pas que ça. Mais du coup, les gens qui n'aiment pas trop ce concept de comédie musicale qui est du parler chanté un peu continu, c'est une ambiance. C'est toute l'époque du cinéma nouvelle vague. C'est un ton qui est très particulier, auquel des gens peuvent être hermétiques, et je le conçois très bien. Mais Michel Legrand, c'est tellement plus large que ça. C'est une musique qui touche à l'émotion dans toute sa variété, quoi, parce que ça touche à en même temps une grande joie. D'ailleurs, vous voyez, les gens ressortent avec le sourire jusqu'aux oreilles, quoi. Et en même temps, beaucoup de mélancolie. C'était quelqu'un qui n'avait pas du tout peur de l'élan émotionnel dans tout ce qu'il a de plus terrible et de plus merveilleux. Donc, et sous des formes musicales très différentes, puisqu'il y avait le jazz, il y avait... dans Peau d'âne, il y a des petites influences de musique baroque. Sûr. Il a fait énormément il a énormément collaboré, écrit pour Claude Nougaro, et puis énormément de musique de films qui ne sont pas des films de comédie musicale d'ailleurs. Tout à fait, oui. Donc effectivement, ça nous a demandé un travail énorme de tri, parce que en vérité, on pourrait faire un opus 2, même un opus 3 ou 4 du spectacle. Il y a combien à peu près de chansons de Michel Legrand ? Oh là là. Alors là, c'est une vraie colle. Je ne sais absolument pas. Plus de 200, non ? Il y en a énormément. Moi, je pense. Parce qu'il y a chansons, il y a des musiques aussi, sans parole. Et c'est énorme ce qu'il y a. C'est énorme. Je trouve que parmi les grandes idées de ce spectacle, c'est tout simple pourtant, hein, c'est presque tout bête, mais c'est prendre l'idée de prendre un journaliste complètement néophyte qui ne connaît pas Michel Legrand et qui rassemble des fans, des érudits pour lui en parler. Ça, je trouve que déjà, le fil rouge est formidable. Parce que nous, on est complètement à la place de ce journaliste et on adhère totalement. Et grâce à vous, les fans, donc, on comprend l'histoire, la vie et l'univers. C'est ça, je pense que effectivement, il y a... Alors, souvent, il y a une identification effectivement aux journalistes qu'on fait rentrer petit à petit dans notre amour et notre délire autour des musiques de Michel Legrand, qui finit par être contaminé aussi, je pense, comme le public. Et puis il y a aussi des gens du public qui s'identifient
aux 3 fans Ben oui. de Michel Legrand. Ce que j'ai été en vérité devenu. Voilà, exactement. Et je ne sais pas si vous avez noté, le soir où vous êtes venus, mais il y a beaucoup de gens du public qui chantonnent tout Mais moi du j'ai long. chanté. Voilà. Ah mais j'ai pas pu m'empêcher. Oui, oui, il y a des J'ai vrais, chanté avec vous, promis. Hein. Oui, oui, oui. oui. Je me Ça suis m'étonne retenu, mais pas. j'ai pas pu m'empêcher. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'en plus de ça, il y a des gens de toute génération qui sont touchés par cette œuvre. Parce qu'il y a des gens qui ont connu l'époque du cinéma Nouvelle Vague, et puis il y a aussi des jeunes de 20 ans, des trentenaires, et puis il y a des gens qui amènent leurs enfants ou leurs petits-enfants. Donc, parfois on a plusieurs générations comme ça dans la salle. On a des grands-parents, des enfants et les petits-enfants qui sont tous réunis dans la même salle. Et ça, c'est assez merveilleux de voir que cette musique-là unit aussi, Oui. transgénérationnelle. Et voilà, c'est assez beau pour nous d'entendre quand on chante, notamment dans le medley de Podane, quand on entend des voix d'enfants qui chantent le cake d'amour. Et tout, voilà, J'ai c'est chanté cette merveilleux. chanson à ma fille quand elle était petite. Et oui. Et j'ai même essayé de faire le gâteau de la chanson. Ah oui, mais alors, c'était raté, non? Ben oui. Oui, c'est pas une vraie recette en fait. Quand on essaye de le faire, Ben oui. on se rend compte que c'est une catastrophe. Affreux. Ça a été une révélation. C'était un drame à la maison. Alors, je voulais vous en parler de ça, mais un petit peu plus tard. Mais déjà, les costumes, j'ai foncé vers... Alors, il y a plein de trucs que j'aime en fait hein, dans ce spectacle. Déjà, vous n'êtes pas sonorisé. Oui. J'ai foncé vers le régisseur à la fin du spectacle pour lui poser la question parce que je voyais bien qu'il n'y avait pas de micro, mais je lui ai dit, il y en a bien quelques-uns qui sont cachés, ouais. Mais non. Non. Du coup, la voix est brute. C'est dingue. Elle est mate. Il n'y a pas d'écho. Enfin, moi, ça, je trouve que c'est une prouesse pour vous. Parce que vous n'êtes pas soutenu du tout. Pas en du fait. tout. Alors en plus, c'est une salle qui a une acoustique qui est assez... qu'il faut apprivoiser en tant que chanteur et que musicien parce que elle est très large. Il y a de la moquette au sol, donc le son est assez mat. Et ça nous demande, effectivement, ça demande beaucoup de technique vocale. Mais vous êtes unique, hein. Parce que je connais plus de spectacles. Non. Oui. Mais Il y en a plus beaucoup des spectacles qui sont... Sans micro, moi j'en connais plus. Et je dois dire que, à vrai dire, c'est vraiment une volonté de nos metteurs en scène, Stéphane Rue et Daphné Tesson. Parce que moi, au début, je vous avoue que en mon fort intérieur, je râlais un peu intérieurement de cette absence de micro. Je me disais, oh là là, mais c'est vraiment, c'est beaucoup nous demander, quoi. C'est très dur, quoi. 6 fois par semaine, comme ça, dans une salle qui a une acoustique particulière, et ce répertoire-là, qui est quand même assez technique à chanter. Et en vérité, je dois reconnaître que ça crée une proximité avec le public qui est incomparable. C'est incroyable. J'ai sincèrement, je connais vraiment bien son œuvre. J'ai vu 3 fois ses concerts, et j'étais même à la soirée de célébration après son décès. Mais j'ai encore redécouvert ces chansons, justement en partie parce qu'il n'y a pas de micro. Parce que ce côté brut est d'une beauté, mais dingue. Ouais. Ça vous laisse un champ c'est un espace, quoi. Et alors les Complètement. costumes aussi, je suis allé voir aussi, je me suis renseigné. Alors, on m'a dit qu'il y en avait qui avaient été chinés, d'autres fabriqués, construits et tout. Mais on y croit à mort, les costumes. J'attendais celui de voir, celui de Rochefort notamment. Mais c'est magnifique, les costumes. Oui, ils sont très beaux. Et effectivement, c'est un mélange de... c'est un super travail qu'a fait Denis Évrard, de recherche. Il y a des vieux costumes, notamment le costume d'Emmanuelle Goisé quand elle chante la chanson de Lola avec sa guêpière magnifique rouge. Ça vient d'un vieux stock. Je sais pas, enfin, il a été recousu, les perles ont été rebrodées, mais le corset de base, je sais pas combien d'années il a, mais c'est un corset qui doit être un corset d'arrière-grand-mère, quoi. Vraiment. Et voilà, donc il y a effectivement comme ça des pièces qui ont été chinées, et puis il y a effectivement des créations originales, et puis il y a aussi des choses qu'on avait dans nos stocks. Par exemple, pour la petite histoire, moi
mon premier costume, celui avec lequel j'arrive, ma petite robe rose, un peu à la Jacques Demy, avec mon béret rose, ça c'est ma tenue que j'avais le jour de l'audition, quand j'ai auditionné pour ce spectacle. Je suis arrivée habillée comme ça. Ah, j'adore. Ouais. Et évidemment, quand j'ai rencontré les metteurs en scène et qui m'ont vu arriver comme ça, c'est-à-dire que je pense, j'espère que j'ai pas chanté comme une casserole derrière, mais je pense qu'il y avait une partie du boulot qui était fait. En tout cas, dans leur imaginaire, ça avait créé quelque chose. Voilà. Et la preuve en est qu'ils ont souhaité garder cette tenue pour l'entrée. Je ne peux pas y croire une seule seconde parce que je suis un immense fan de vous. Je trouve que vous êtes mutine. Vous avez un pouvoir comique exceptionnel. Vous êtes émouvante. Merci beaucoup. Enfin, c'est un mélange fou. Ça permet cette folie-là, Michel Legrand, et la façon dont ça a été traité. Parce que c'est vrai que on voulait à la fois rendre hommage à cet homme dont on pense, nous tous qui sommes dans l'équipe artistique de ce spectacle, qu'il est un génie. Je trouve que ce thème est souvent très galvaudé, et je trouve que en ce qui concerne Michel Legrand, on peut crier au génie. Il fallait, donc on voulait rendre cet hommage, mais on ne voulait pas faire quelque chose qui allait aller dans le cirage de pompe voilà. Et je trouve que Stéphane Druet et Daphné Tesson ont trouvé cette distance, juste ce qu'il faut de distance et d'humour, finalement sur nous-mêmes aussi, qui sommes nous des fans de Michel Legrand. Vous vous évanouissez merveilleusement. Voilà, c'est-à-dire que mon personnage est un peu l'archétype de la femme des films Jacques Demy et Michel Legrand, et tout en étant dans une sorte d'hyper-émotivité, etc. Ce sont des personnages qui ont été, disons que le spectacle a été écrit au fur et à mesure des répétitions, même si Stéphane Druet et Daphné Tesson savaient la trame, avaient choisi déjà plus ou moins les chansons, mais quand même, on a beaucoup, nous les artistes qui sommes sur scène, collaboré quelque part à ce que ce spectacle émerge de cette façon-là, parce que je pense vraiment que les metteurs en scène qui ont écrit le spectacle se sont beaucoup inspirés de nos personnalités en répétition, de ce qu'on dégageait, de ce qu'on... Voilà. Mais clairement, si un jour, enfin là en ce moment, le climat à Paris, tout ça, parfois ça peut être un peu morose, un peu tendu, etc. Mais pour décompresser, là, ce spectacle, c'est juste le spectacle idéal, quoi. C'est une merveille. Et ce qui est extraordinaire, et ça je ne l'ai jamais vu dans aucun autre spectacle que j'ai joué, c'est que parfois, donc il y a un bar au Théâtre de Poche, donc je le dis pour les gens qui auront envie de venir entre amis boire un petit coup avant. Et le barman est très mignon et très sympa. Très sympa. Il y a une équipe d'enfer au Théâtre de Poche. Et donc très souvent, j'arrive et je vois il y a des gens qui sont là avant, qui boivent un verre. Et moi, j'arrive un peu, voilà, j'arrive 1 heure avant de jouer à peu près. Et je vois des gens qui sont parfois très fatigués. Et notamment, j'ai le souvenir d'avoir vu un monsieur d'un certain âge qui était très avachi, qui était pas bien. Il n'était pas bien du tout. Et j'ai su après coup qu'il avait eu un souci de santé, que c'était un peu sa première sortie depuis une opération importante, etc. Et quand on est sorti de scène à 23h, je les ai retrouvés j'ai revu ce couple dans le hall avec ce monsieur d'un certain âge qui était si fatigué quelques heures avant, et là, qui s'était redressé, qui avait un sourire incroyable, des yeux émus, et qui avait retrouvé une sorte de dynamisme enfantin. Et ça, c'est merveilleux. Non, parce qu'il y a vraiment une grande part d'enfance dans cette pièce également. Parce que les chorés qui sont faites, elles sont dingues. Oui. Et à un moment donné, je sais plus si c'est des phoques ou je sais plus des dauphins, je sais plus oui. s'il y a comme animal marin. Oui, c'est Oum le dauphin. Oui, c'est ça. Mais alors, c'est dingue. Moi, j'avais envie de faire la haule à ce moment-là. C'est vrai. Non, mais c'est brillant. C'est brillant parce que à la fois c'est magnifiquement chanté, c'est magnifiquement joué, parce que vous jouez, vous chantez. Vous êtes quand même des comédiens qui chantent et qui dansent. Oui. Enfin, c'est vrai. Ça. Et en plus, l'humour, quoi. Oui. C'est pas juste danse, chant, comédie, c'est déjà pas mal. Mais là, en plus, il y a un humour fou, quoi, et un décalage fou. On rigole beaucoup. C'est vrai que le fait est que nous, ça nous demande beaucoup de concentration pour ne pas nous laisser aller
tous les soirs au fou rire. Oui, parce qu'en fait, en plus, il faut y aller. Mais oui, ça parce s'enchaîne beaucoup. parce donc, qu'on prend tellement de plaisir. c'est C'est inouï. C'est inouï le plaisir qu'on prend et à chanter ces chansons merveilleuses et à nous amuser de la forme qui a été Mais on choisie. sent ça. Voilà. On sent l'amour et l'amusement que vous avez. Quand vous dansez comme ça, enfin, on va pas voir, mais moi je sens, elle s'éclate. On s'éclate. On s'éclate. C'est vrai qu'on évidemment, il y a des citations de Michel Legrand que j'ai vraiment retenues, que j'ai même écrit dans mon article, quand il dit apporte-moi le film et j'écrirai la musique après. Et oui. C'est une citation merveilleuse que j'ai découvert ce soir-là. Oui, oui. Et il y a plein de moments comme ça merveilleux. Ça, c'est la création de la musique de l'affaire Thomas Crown et cette fameuse chanson Les Moulins de mon cœur. Merveilleux, oui. C'est d'une beauté. C'est bien ce passage. Hein. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. J'adore. Et alors, il y a un moment, si je vais vous dire un truc, c'est impossible, infaisable et tout, mais bon. Il y a un moment où vous êtes assis, il y a un film qui diffuse derrière. Oui. Je sais pas, je me rappelle un moment comme ça. Vous savez ce que je me suis dit? Non. Ce qui serait absolument merveilleux, mais infaisable pour moi, ce serait carrément de diffuser un truc très cinématographique, de diffuser un film, les Parapluies Cherbourg, les Modèles Rochefort, dans un cinéma, avec un grand orchestre, et chanter en live en même temps qu'on voit les Ah oui, oui. J'ai pensé à ça en voyant votre pièce. Mais vraiment, ça m'a donné cette sensation. C'est vrai. J'avais l'impression que c'était la chance de voir en vrai les chanteuses qui avaient chanté dans ces films par moment. C'est vrai que c'est marrant parce que on a des personnalités qui sont venues voir ce spectacle et notamment des actrices de l'époque de la Nouvelle Vague et qui nous ont dit que il y avait quelque chose de très touchant pour elles à voir ça, parce qu'elles disent vous avez réussi à recréer le climat de cette époque et on a l'impression de revivre nos années de cinéma, de cette époque de Nouvelle Vague. On était un peu on a une sorte un peu d'insouciance comme ça. J'ai ressenti ça très très fort, parce que je pense qu'en fait vous êtes vraiment au premier degré quand vous jouez pleinement. Ah oui. Et du coup ça transparaît comme ça avec une vérité brute. Comme complètement. le son d'ailleurs. Il n'y a absolument aucune distance. Oui, c'est ça. Alors que il y a de l'humour, c'est-à-dire que il y a la distance dans l'idée de la mise en scène et l'idée du spectacle. Mais en tant qu'interprète, on peut pas mettre de distance, c'est-à-dire que on fait ce qu'on a à faire, ce qu'on a à accomplir, le message qu'on a à donner à tel moment, etc. On le fait de façon complète ou on ne le fait pas. Enfin, c'est ma façon d'être en scène en tout cas. Même que encore plus dans les spectacles comiques, il faut être totalement premier degré parce que autrement ça fonctionne pas. Exactement. Ouais. Il n'y a rien de pire que des acteurs qui veulent faire rire et qui veulent en vérité se faire rire eux-mêmes. Ouais. Et enfin. Non, mais c'est bien sûr. Non, il faut être très sincère pour être drôle. Moi, je trouve que quand vous tombez là, c'est du génie. Excusez-moi, mais d'ailleurs, je me suis dit, mais la pauvre, elle doit se faire mal à force. Parce que... Écoutez, je ne me fais jamais mal, mais en revanche, j'ai découvert un beau jour que j'avais beaucoup de bleu du côté droit de la jambe et j'ai compris. Mais parce que sur le coup, sur scène, on ne ressent pas du tout de douleur. Enfin, c'est une sorte d'anesthésiant génial, la scène. Vous tombez pour une fois? Je tombe un certain nombre de fois, oui. J'ai un personnage qui est très émotif et qui s'évanouit dès que l'émotion la submerge quelque part. Et donc, j'ai découvert effectivement que j'avais le côté droit de la jambe droite couverte de bleu, parce que je m'évanouis toujours à droite. Je me suis rendu compte de ça. J'ai vu. Et puis brut, paf. Je peux pas m'empêcher de parler de Yentl. Oui. Parce que vous m'avez vraiment surpris. J'adore votre voix, tout va bien. Enfin, voilà, vous l'avez dit, je suis fan. Donc, mais vous voir chanter Yentl, j'aurais pas cru quoi, personnellement. Et là, j'étais scotché. Mais vraiment, je suis tombé amoureux en fait. Bah, merci. Non mais je blague pas parce que du coup, vous avez mis une émotion. Je vous ai vu pas en toute la pièce ultra, vraiment comique quoi. Vraiment amusante et pétillante. Et là, d'un coup, l'émotion elle transpire. Et là, je me dis, mais quel spectre de jeu, mais c'est incroyable. Je suis vraiment fan de ce moment-là. Eh ben, merci beaucoup. C'était un challenge de chanter cette chanson-là après Barbara Streisand, qui a été
qui est la seule référence pour cette chanson. Et donc effectivement, j'ai pas essayé. Je veux dire, il n'y a pas de bataille à faire sur le vocal avec Barbra Streisand. Enfin, je veux dire, Barbra Streisand, c'est une déesse. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut juste le ramener proche de soi. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait. Mais à vrai dire, c'était même pas une réflexion. C'était plus un peu est-ce que je vais y arriver ? Et puis... Vous avez eu peur ou pas ? Oui, c'est intimidant quand même cette chanson. Mais surtout, je n'ai pas eu peur très longtemps. Parce qu'en fait, quand je l'ai chantée chez moi la première fois, avec mon compagnon j'ai de la chance de vivre avec un compositeur et pianiste, donc ça aide quand on est chanteuse, ça permet de chanter chez soi. Donc vous vivez avec Stéphane Corbin, si je comprends bien. Non, pas vraiment, mais pourquoi pas après tout. Stéphane, si tu m'entends, tu veux qu'on s'épousaille. Et donc, si vous voulez, j'ai chanté cette chanson avant d'arriver en répétition parce que je me suis dit, ça va être émotionnellement difficile. Donc, je ne veux pas me casser la figure devant mes camarades en répétition en chantant cette chanson. Je veux déjà chanter un peu chez moi. Et j'ai bien fait, je me suis entraînée quand même, j'ai chanté quelques fois parce que je n'arrivais pas à aller au bout de la chanson tellement je craquais émotionnellement parlant. C'est une chanson mais qui nous touche tous, parce que qu'on ait perdu ou non nos parents, on est confronté à cette réalité-là et à cette émotion-là. Et donc, c'est quelque chose d'absolument universel. C'est-à-dire, on ne peut pas ne pas être touché, je crois, par cette problématique. Mais donc, quand on est comique, on ne peut pas être émotionnel. Mais pourtant, vous avez dû en interviewer des comiques qui sont des grands clowns tristes. Plein. La plupart même. Non, je crois qu'au contraire, je pense que les grands comiques sont très émotionnels parce que pour aller vers le comique, il faut un lâcher-prise. Et quand on lâche prise, on ne lâche pas prise juste d'un côté vous voyez, de l'éventail. C'est-à-dire que quand on lâche prise, ça lâche toutes les vannes. Donc on lâche aussi bien dans le rire que dans l'émotion, dans la tristesse, dans les larmes. Et pour moi, on ne peut pas être sur scène sans lâcher. Complètement. Voilà. Donc après, que ce soit utilisé soit dans le comique ou dans l'émotion de mélancolie, c'est... Est-ce que vous avez conscience que le moment de Yantel est l'un des plus beaux moments de la pièce ? Je vous remercie beaucoup. Vous le sentez ou pas ? Non, non. Je ne blague pas quand je dis ça. C'est très gentil, mais ça me touche beaucoup, mais je ne le ressens pas du tout comme ça. Je ne pense pas de cette façon-là. C'est-à-dire que je suis sur scène, donc j'ai pas du tout cette distance-là. Mais ce que je sais, c'est que les gens viennent me voir après, ils me disent qu'ils ont été très touchés. Eh oui, parce qu'en fait, voilà. La force, elle vient du fait que vous êtes extrêmement mutine tout le spectacle. Mais vraiment, et là, à ce moment-là, il y a vraiment une note qui apparaît. Et c'est là où l'émotion est encore plus forte. Écoutez, merci beaucoup. Et je dois dire que j'ai été très touchée aussi par... C'est une sobriété splendide, cette chanson. Ah non, mais c'est pas du tout de la performance. Pas du tout. Je pense qu'il y a de la performance parce qu'elle est très dure à chanter. Mais c'est pas entendu comme de la performance. Non. C'est entendu comme quelque chose d'extrêmement sobre et posé. Oui, elle ne doit pas du tout être envisagée comme une chanson de performance. Absolument pas. Et c'est ce qui m'a plu. Michel Legrand est tellement incroyable, c'est que il n'y a pas de note gratuite. Il n'y a pas une note à côté de la plaque. Je veux dire, il n'y a pas une note à enlever ou à ajouter. C'est-à-dire que l'émotionnel sous-tend toujours le propos de la phrase, de l'écriture musicale. Donc quand ça s'envole au niveau de la musique et des notes, c'est porté par l'intention émotionnelle. Donc en fait, ça se fait tout seul. C'est pour ça que Michel Legrand, c'est à la fois excessivement difficile à chanter parce que ce sont des écarts de notes, des intervalles très subtils qui varient beaucoup. Et en même temps, quand on est touché, quand on se met dans cette
dans cet univers-là, dans cette ambiance-là, c'est comme si tout coulait de source. Ça a l'air facile d'ailleurs à chanter quand on écoute. On pense que c'est facile en fait à chanter Michel Legrand, et en fait c'est d'une complexité extrême, et en même temps c'est tellement simple. C'est un jet émotionnel quoi, continu, et qui parle très facilement, pour peu qu'on sache ouvrir son cœur. Quand ça paraît simple, c'est quand même la marque du génie en effet. Ouais. C'est souvent le Et cas. oui. Ah oui. Alors enfin, le cake d'amour. Le cake d'amour. Ça c'est juste dingue. Non mais c'est dingue ce que vous avez fait là. Oui, c'est encore une C'est un surprise moment dans la fou. surprise de ce spectacle. C'est un moment de folie pure. Ouais. Folie pure, j'attendais cette chanson qui est certainement une de mes favorites au monde. Même pas que de Michel Legrand, juste au monde. Mes 2 enfants l'ont entendu non-stop. Vous, parce que le coup des petits canards là. Oui, les poussins. Alors, c'est vrai que c'est un moment où on a voulu recréer sur scène une sorte de petit... un jeu d'enfant, en fait. Ouais. Parce que Podane, ça évoque ça. Et donc, je crois qu'on est tellement parti dans l'amusement que c'est la porte ouverte à tous les délires. Donc, effectivement, on a une trame, mais c'est aussi soumis aux inventions du soir. Et des petits personnages poilus, plumus et jaunes, des petits poussins qui nous rejoignent à ce moment-là. Et effectivement, et puis il y a des fois, les petits poussins décident de marcher plus longtemps que ce qui est prévu, on ne sait pas pourquoi. Voilà, on a des petits partenaires qui nous là rejoignent encore, à ce moment-là. ce serait une grande idée parce que cette chanson, on l'a entendue des centaines de fois. Je l'ai entendue par Nathalie Dessay de façon absolument incroyable. Voilà. Et puis là, d'un coup, vous essayez pas de vous aligner en fait. Vous jouez véritablement la chanson et toutes les chansons. Ouais. Et je trouve que c'est encore une fois, la grande force de ce spectacle, de cette mise en scène. Et la plus-value, c'est que ce sont des comédiens qui chantent et qui interprètent véritablement les chansons. Et du coup, qui ne sont pas du tout dans la démonstration. Exactement. Non. Et là, cette chanson particulièrement, elle est parfaite. Parce que moi, c'est comme ça que je la chante à ma fille lorsqu'on fait le cake d'amour ensemble. Bah, vous avez bien raison. C'est une grande pièce. Sincèrement, moi, si j'ai envie de dire un truc, c'est ça. C'est une grande pièce. Si on a le blues... Il y a du blues d'ailleurs, mais non, mais il faut y aller. Il y a du blues, mais c'est pas grave en fait. Je trouve que c'est ça qui est beau, c'est que même s'il y a des moments qui sont remuants émotionnellement, parce qu'il y a aussi Sans toi qui est chantée par Emmanuel Loisé, qui est une chanson très très puissante, quoi. Et c'est si vous voulez, je trouve que même s'il y a des moments comme ça qui sont très très forts, où des gens pleurent, et en fait on se rend compte à quel point ce n'est pas grave de ressentir ces émotions-là, et que même ça fait du bien. Bien sûr. Et que même si on a ressenti ces émotions-là pendant le spectacle, on ressort pas du tout plombé, on ressort avec une énergie et un sourire. Moi, franchement, j'ai jamais eu l'impression à ce point-là de rencontrer Michel Legrand. Écoutez, ça c'est un très très beau compliment. Ouais. J'avais l'impression d'être dans sa tête. La façon dont vous avez posé ça, que vous avez mis en scène, que vous avez joué, tout ça, j'ai l'impression d'être dans sa tête, dans sa créativité. J'ai compris son travail. J'ai compris plein de choses, plein de rouages de sa personnalité, son âme en fait. L'âme de Michel Legrand est là, vraiment. Écoutez, merci beaucoup, parce que c'est d'ailleurs Macha Merrill qui nous dit souvent Michel aurait adoré ce spectacle. Elle avait dit un mot qui était très drôle. Elle avait dit c'est foutraque comme il faut. C'est sur le plan musical, c'est irréprochable, etc. Mais il y a cette sorte de gaieté, de fantaisie, de trucs qui partent dans tous les sens. Elle a dit Michel aurait adoré ce spectacle. Et je vous avoue que moi, ça c'est moi et ma spiritualité, mais moi tous les soirs, il y a un moment dans la pièce où on est silencieux et où on écoute un concerto qu'il a composé pour piano et orchestre. Et c'est un peu notre minute de silence à Michel Legrand tous les soirs, où on écoute, assis tous les quatre. Et
Et moi, c'est un moment où je parle à Michel Legrand dans ma tête. Quoi. Voilà, je le remercie d'être là avec nous et je sais qu'il est là. Et vous vous évanouissez. Pas à ce moment-là. Oh, désolé de casser l'émotion. Non, mais... Merci. Donc merci, si ça se ressent que Michel est avec nous tous les soirs, Ça se ressent vraiment. tant mieux. Je l'ai vraiment senti très fort. Et on espère, en tout cas, on veut le porter le Vous avez plus fait un loin travail possible. magnifique, sincèrement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric.